Retour sur ce plateau pour la suite de votre émission Tour de la transition qui reçoit à présent dans la rubrique consacrée à l'invité du jour, M. Patrice Kourouma, président du mouvement de concertation pour le développement de l'Afrique Mokoda. Avec notre invité, nous allons passer en revue l'évolution de la transition guinéenne. Alors, M. Kourouma, bonjour et merci de répondre à l'invitation de la radio et de la télévision parlementaire. Merci, c'est moi qui vous remercie d'être invité. Très bien. Alors, quand on est sur le plateau de la première télévision institutionnelle du pays, qu'est-ce que ça fait déjà? C'est impressionnant, c'est professionnel et je me dis que c'est la première fois que, je crois, si je comprends bien, qu'il y a un tel événement en Guinée. Tout à fait. Donc, cette innovation-là est vraiment salutaire. Vous avez toutes les félicitations de Mokoda par rapport à ça. Très bien. Oui, Mohamed Barry. Alors, il faut dire quand même que depuis le 5 septembre 2021, la Guinée a amorcé une nouvelle ère de son développement sous le magistère du CNRD, sous la clairvoyance également du président de la République général Mamadi Doumbouya. Quel est votre regard sur l'évolution de la transition guinéenne? Bon, si vous permettez déjà, vous m'avez invité en qualité de président d'un mouvement panafricain. Le Mokoda, c'est le mouvement de concertation pour le développement de l'Afrique. Nous l'avons créé en 2017 parce que nous nous sommes posé la question, quelle est la contribution des citoyens aux efforts faits par les États. Et le thème central qui a motivé la mise en place de ce mouvement a été inspiré de l'émission du célèbre journaliste, votre collègue Alain Foucault. Et qui disait comment peut-on détenir, à propos de l'Afrique, comment peut-on détenir plus d'un tiers de richesses, tout minerai confondu, et rester le continent le plus pauvre. Donc, partant de là, nous avons dit que l'Afrique a les mêmes problèmes d'un pays à un autre, qu'il fallait une approche holistique pour régler ces problèmes. Nous avons déjà des institutions panafricaines, nous avons des institutions sous-régionales. Et mutualiser des expériences pour que cette Afrique, qu'on mette ça à la disposition de nos gouvernants pour exploitation rationnelle. Voilà déjà l'idée de la création de Mokoda, l'idée principale de base. Maintenant, pour répondre à votre question... Peut-être par rapport au Mokoda, dans la même veine, est-ce qu'on peut avoir un peu une idée du nombre de pays qui naturellement composent le Mokoda? Excellente question. Depuis 2017, en 2017 déjà, par rapport aux membres fondateurs issus de 9 pays différents, nous étions 9. Nous étions représentés dans 9 pays. À ce jour, à date, au moment où je suis en face de vous, nous sommes dans 37 pays africains. Nous sommes représentés. Nous avons des points focaux dans 37 pays africains. Nous avons 22 des 52 États que composent les États-Unis. Nous avons 9 en Europe. Nous avons 2 en Asie. Voilà, donc le Mokoda s'est diversifié parce que les gens se sont impliqués, ils se sont appropriés le concept parce qu'ils ont pensé que aimer l'Afrique c'est une chose, aider l'Afrique c'est une autre chose. Voilà donc pour répondre exactement à votre question. Votre regard sur les différentes réformes engagées en Guinée depuis 2021 sous le magistère du président de la République général Mamadi Doumbouya. D'abord, une impression positive. Je vais commencer déjà par la CRIEF, la mise en place de la CRIEF. La CRIEF n'est pas seulement un organe répressif, c'est aussi un organe dissuasif. Il y a quelques années, on était tous contents lorsqu'on nous sommes nommés directeur des impôts, directeur des douanes, fait des postes à régie. Mais aujourd'hui, on doit se poser beaucoup de questions. Est-ce que je dois accepter ce poste? Parce que quelque part, il y a une épée de Damoclès qui m'attend. Et ça a été vraiment une innovation extra importante du général Mamadi Doumbouya, de mettre en place cet organe. Vous avez aussi la récupération des biens, puisqu'on parle des acquis. La récupération des biens de l'État. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un me dise le contraire, qu'un pouvoir civil aurait pu faire ce que le général a fait en matière de récupération des biens. Le régime précédent a eu cette initiative qu'on a saluée, mais malheureusement, ça n'a pas été poursuivi.
Parce que le politique est toujours dans son calcul. Alors, avec des interventions sous des calculs politiciens, mais en allant beaucoup plus loin, je risque de perdre mon électorat. Et donc, les transitions militaires aussi sont faites pour ça, c'est-à-dire mettre de l'ordre. Et cette récupération, ces récupérations de biens aujourd'hui, qui donnent toute satisfaction, en tout cas auprès de la population, était aussi une innovation extra importante pour le compte du chef de l'État et du CNRD. Bon, on va poursuivre. Oui. Prenons le cas des infrastructures routières. En 1960, vous le savez comme moi, que Conakry était jugé comme la perle de l'Afrique. Oui. Conakry en 1960 était la plus belle capitale de l'Afrique occidentale, française. Mais au fil des années, vous avez vu un peu comment les choses se sont détériorées. Et en moins de 5 ans, Conakry a émergé. Ouais. Conakry a donné une nouvelle physionomie. Conakry s'est métamorphosé, dans le bon sens bien sûr. Les éclairages publics, les infrastructures routières, la voirie. Conakry a donné un nouveau visage. Et au-delà de Conakry aussi, on a des routes nationales qui étaient délaissées. Et sachant très bien que les routes, c'est extrêmement important parce que ça permet de lier les populations entre elles. Et si je continue aussi, il y a des réformes institutionnelles, ce qu'on appelle aujourd'hui la refondation. Et cette refondation aujourd'hui va nous permettre de revoir notre système institutionnel qui était pratiquement devenu obsolète. Et puisque c'est en cours, nous attendons, nous avons certes un espoir d'une suite favorable, puisque nous sommes tous impliqués dans ça. Et vous avez, comme nous le savons tous, c'est une fierté nationale, le méga projet Simandou. La Guinée jugée scandale géologique à cause des richesses minières qu'elle possède, mais jusque-là enfouies. C'est vrai, nous avons la bauxite. Mais pour une fois qu'on va émerger ces richesses de nos sous-sols, valoriser ces richesses au profit de tous les Guinéens aujourd'hui, le méga projet Simandou. Moi, j'ai la chance de voyager, de rencontrer beaucoup de compatriotes dans le cadre de mes rencontres trimestrielles d'autres Africains qui me disent, qui me posent souvent la question, mais comment se fait-il, pendant toutes ces années, la Guinée n'a pas pu réaliser un tel projet? Et pourquoi c'est un régime de transition, en fait, qui n'est même pas fait pour ça? Je dis tout simplement que c'est une question de volonté patriotique. Lorsqu'on aime son peuple, on met à sa disposition les instruments de son épanouissement. Bon, on peut continuer, hein, mais déjà, c'est déjà pas mal de façon... Oui. Voilà. Effectivement, on reviendra, on aura l'opportunité de revenir sur tous ces acquis sous le magistère du général Mamadi Doumbouya. Et d'ailleurs, c'est le sens de la question que je vais vous poser. Vous êtes membre de l'Alliance des forces patriotiques. C'est une grosse alliance qui regroupe en son sein près d'une 60aine de formations politiques et d'autres entités qui, naturellement, militent pour la candidature du général Mamadi Doumbouya à la prochaine présidentielle au terme de cette transition. Est-ce qu'on peut avoir une idée des motivations de cette initiative-là? L'Alliance des forces patriotiques, comme vous dites, l'AFP, déjà, il faut penser à ceux qui ont eu l'initiative de mettre cette structure en place. Ce sont des hommes du président, les proches, les amis du président, je dirais même très proches, dotés d'un sens aigu de patriotisme, qui ont estimé que l'une des meilleures façons d'accompagner le président dans sa vision, dans l'accomplissement de son projet, était de mettre une structure dédiée à cela. Et ces amis du président eux-mêmes sont constitués en une structure appelée l'Arbre à Palabre. Je ne citerai pas leur nom ici, mais vous verrez beaucoup plus tard que ces hommes-là, même s'ils ne se font pas voir de façon publique, mais ils sont d'une efficacité redoutable. Ce sont eux qui ont eu cette initiative. C'est même l'occasion ici de remercier ces patriotes et leur dire que l'AFP, en tout cas les membres qui composent l'AFP, leur donneront toute satisfaction sur le plan du travail
et des résultats. Maintenant, l'AFP c'est quoi maintenant? Comme vous l'avez si bien dit, l'AFP est composée d'une 60aine d'entités légalement constituées. Partis politiques, société civile, dans laquelle, naturellement, le Mokoda fait partie. Et ces personnalités qui représentent ces leaders, les partis et la société civile, sont des hommes de qualité, des patriotes, qui ont transcendé leur clivage idéologique, politique, sociologique, ethnique, pour dire que nous avons un devoir commun, c'est de satisfaire notre idéal. L'idéal, c'est quoi? C'est la Guinée. Et nous nous sommes donc concertés, nous avons été individuellement appelés, on nous a expliqué le concept, nous avons adhéré. Et donc, cette alliance composée donc pour l'instant d'une 60aine d'entités légalement constituées est encore ouverte à d'autres. Donc la porte n'est pas fermée. Je ne vous rentrerai pas ici dans les mécanismes détaillés de comment ça va fonctionner, mais seulement je peux vous donner quelques grandes lignes, grandes missions que nous avons fixées. D'accord. Ces 3 objectifs, à court, à moyen et à long terme. Le court terme, c'est quoi? Comme vous l'avez si bien dit, c'est de solliciter humblement le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, président de la transition, à accepter de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. C'est d'abord ça, l'une des premières missions que l'AFP est en train de faire. Ça, c'est le court terme. Dans un second temps, une fois cette étape franchie, l'AFP, l'Alliance des forces patriotiques, mettra à la disposition du président, du candidat désormais, tous les moyens en sa possession pour l'accompagner à être élu brillamment lors de la prochaine élection présidentielle. Ça, c'est 2. Ça, c'est 2. Le troisième, le président est élu. On fait quoi? Le président est élu, l'AFP, c'est maintenant réellement la mission de l'AFP va s'activer, va rentrer dans sa phase active. C'est accompagner le président à mettre en œuvre son projet de société dans tous les domaines institutionnels, économiques, législatifs, politiques. Voilà. Alors, sur cette partie, quand même, il y a cette petite question que je voudrais vous poser sur cette partie-là par rapport à cette candidature que vous soutenez. Certains vous diront que vous êtes un peu allé vite en besogne parce que le principal concerné ne s'est pas encore prononcé. Comment pousser un candidat à être candidat d'une élection alors que le candidat lui-même ne s'est pas prononcé? Comment est-ce que vous... Je vais vous faire une métaphore. Vous vous levez le matin, votre enfant n'a pas l'intention d'aller à l'école. Ou alors, il a choisi une option qui ne vous convient pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de le convaincre, de le mettre sur le bon chemin. Ouais. Pour l'instant, le président, le général Mamadi Doumbouya, n'a pas déclaré sa candidature. C'est justement l'une des motivations de l'AFP pour solliciter au général de répondre favorablement à la sollicitation de la majorité des Guinéens aujourd'hui, à se porter candidat. Donc votre question est une très bonne question et si j'espère que j'ai répondu. Alors, dans ce grand ensemble de l'AFP, quelle va être la part de contribution spécifique, je vais le dire notamment du mouvement des concertations pour le développement de l'Afrique? Quelle sera votre part de contribution spécifiquement? Voilà. Vous savez, déjà, il faut que j'explique aussi certaines choses. Moi, je vis en France depuis 1979. J'ai fait mes études. Je suis rentré en Guinée en 2010. Et je ne peux même pas dire que j'ai quitté la France puisque j'ai encore ma famille là-bas. Et je reste même à califourchon entre la Guinée et la France. Lorsque nous avons eu la possibilité d'intégrer cette structure, l'AFP, nous avons étudié tous les paramètres avec mes collaborateurs. Nous avons trouvé que c'était la solution congruente que nous attendions depuis 2017. Pour mettre à la disposition de l'AFP, en tout cas des gouvernants, à travers l'AFP,
notre expertise, à la fois nationale et internationale, et surtout panafricaine. Voilà, l'AFP va constituer pour nous le creuset où nous allons pouvoir nous épanouir dans tous les domaines. Nous disposons de beaucoup de choses qui n'ont pas pu être exploitées. Et c'est l'occasion pour nous de les mettre à la disposition de l'AFP pour une utilisation et exploitation rationnelle au profit des Guinéens, surtout des Africains, puisque ce que je fais ici, c'est ce que les autres font ailleurs, de façon à ce que le Mokoda, cette fois-ci, soit une référence sur le plan du panafricanisme, sur le plan du pragmatisme, sur le plan de l'efficacité. Et puisque l'AFP va nous donner cette possibilité, prochainement, lorsque vous allez m'inviter ici, je vous ferai un bilan exhaustif de ce que nous avons pu faire au sein de l'AFP. Alors, je rappelle à nos auditeurs qui nous suivent à la radio parlementaire et aussi sur Parlement TV que nous avons aujourd'hui comme invité M. Patrice Kourouma, président du mouvement de concertation pour le développement de l'Afrique en Mokoda. M. Kourouma, certainement vous êtes informé bien sûr de l'actualité ici au Parlement. C'est bien sûr ce projet de nouvelle constitution qui a été élaboré par le CNT conformément à l'article 57 de la charte de la transition. Alors, on sait quand même que ce projet a vu le jour sous, bien sûr, l'empire d'une démarche inclusive qui a été imprimée au processus par le président du CNT, honorable Dr Dansa Kourouma, et l'ensemble des conseillers nationaux. Vous qui êtes naturellement président d'une telle structure panafricaine, quel regard vous portez sur l'approche participative que le CNT a eu à imprimer à ce processus d'élaboration de la Constitution? C'est d'abord, avant d'aborder cette question, l'occasion ici de féliciter et de remercier le président du CNT, M. Dansa Kourouma. Bon, vous me direz, je suis Kourouma aussi. Donc, c'est vraiment l'occasion de remercier M. Dansa Kourouma et ses collaborateurs. C'est un travail sérieux qui a été mené. Et ce qu'on salue dans cette nouvelle constitution, c'est que toutes les institutions, les partis politiques, les religieux ont été conviés à l'élaboration de cette constitution. Ça a été vraiment une démarche collégiale et l'œuvre finale de cette constitution aujourd'hui, c'est émane de la nation, de la volonté de la nation. C'est un travail remarquable qui a été fait. Vous savez, quand vous lisez, et souvent c'est ce que je dis aux gens, quand les gens lisent la Constitution, il y a plus de 200 articles. Mais ils se focalisent souvent sur la candidature libre de chef de l'État. Or, il y a beaucoup d'innovations dans cette Constitution. Mais souvent, si vous avez remarqué, tout ce qui se focalise sur juste cette partie de la probable candidature indépendante vise à dire oui, mais si on fait ça, c'est parce que c'est taillé, parce que le président veut se présenter. Mais je crois que c'est réducteur. Une constitution, c'est tout un ensemble d'articles qu'il faut juger. Et moi, je n'ai aucun souci dans ce sens pour dire que cette constitution, telle qu'elle nous a été présentée, auquel chacun a participé, chacun a donné ses observations, nous avons tous une partie de nous dans cette constitution. Donc, on peut s'approprier cette constitution parce qu'on a tous été consultés à des degrés divers. Je dirais tout simplement que c'est un travail remarquable qui a été fait, qui a été mené, un travail sérieux par des hommes compétents, des femmes compétentes. Et puisque je suis dans le temple de la démocratie, et du débat, c'est l'occasion franchement une fois encore renouvelée de féliciter nos membres du CNT. Ils ont fait un travail remarquable. Alors, parlant de ce projet de nouvelle constitution qui va être soumis également au peuple de Guinée pour approbation le 21 septembre 2025 à venir. Alors, il y a quand même en son sein, je parle également de la nouvelle constitution, assez d'innovation. Il y a la question de la candidature indépendante que vous évoquez tout à l'heure. Il y a également la gratuité de l'éducation de l'enseignement supérieur. Il y a l'intronisation du Sénat et tant d'autres. Vous, en tant qu'observateur extérieur, quelle est l'innovation qui a plus retenu votre attention et pourquoi elle est particulière pour vous? En dehors de la candidature indépendante, en dehors de la candidature, bien expliqué tout à l'heure. Si vous me posez la question, je dirais que tous ces 200 articles
moi, me conviennent. Ouais. Mais s'il faut dégager, il n'y a pas de priorité dans ça. Peut-être il y a des préférences. Oui. La mise en place du Sénat, déjà. Prenons le cas, par exemple, parce qu'on a l'impression que pour ceux qui ne connaissent pas un peu ce qui se passe sur le plan international, que ce qui se passe en Guinée n'a jamais été existé ailleurs. Prenons aujourd'hui le cas de la France, par exemple, parce que c'est quand même notre modèle de référence. Le Parlement est composé de quoi? De l'Assemblée nationale et du Sénat. Oui. Et pour ceux qui ne connaissent pas le rôle des sénateurs aussi, il faut bien leur expliquer que lorsqu'un projet ou une proposition de loi est discutée à l'Assemblée, elle va aller au Sénat pour amendement. Et la droite française, vous avez remarqué qu'elle est majoritairement de droite. Le Sénat n'est pas l'organe qui bloque, c'est l'organe qui propose des amendements qui vont dans le sens, qui vont beaucoup plus loin. C'est comme si vous avez été jugé en première instance et vous allez à la cour d'appel. Donc c'est une innovation extrêmement importante aujourd'hui que nous avons dans le Parlement, la chambre basse et la chambre haute. Moi, j'ai trouvé cela extraordinaire. Maintenant, les hommes qui vont composer le Sénat ou le Parlement, ça, c'est le peuple qui va décider. Mais pour l'instant, c'est une innovation extrêmement importante dans cette nouvelle constitution. Bien sûr, je répète encore qu'il y a beaucoup d'innovations, sinon on va passer toute l'émission sur ça. Tout à fait. Alors, pour que cette constitution, cette future constitution qui a en son sein, vous l'avez rappelé, assez d'innovations passe, il faut nécessairement les élections, donc l'élection référendaire qui est prévue, vous l'avez rappelé, par décret du chef de l'État pour le 21 septembre prochain. Mais préalablement, il y a cette opération de recensement de la population qui est en cours, recensement à l'issue duquel on va tirer un fichier électoral qui va servir donc d'élément de base pour aller à ce scrutin historique. Quel regard vous portez justement sur le processus du RAVEG actuellement en Guinée? Du recensement, vous avez dit. Effectivement, oui. Moi, j'ai toujours dit que le recensement est vital. Depuis 2010, on parle de fichiers, des contradictions. Les politiques ne se sont jamais mis d'accord sur le fichier. Maintenant qu'on a l'occasion de toiletter ce fichier et d'avoir un fichier issu d'une volonté populaire, il faut bien que les citoyens aussi jouent leur partition. La partition, c'est quoi? C'est le recensement. Le recensement donne le droit au vote. Et le vote, c'est quoi? Le vote est un droit fondamental des citoyens, mais aussi un fondement légitime des élus. C'est pourquoi nous tous, ici individuellement pris, nous devons continuer à sensibiliser nos populations pour leur dire que le recensement est capital, le recensement est indispensable, le recensement est un droit. Le référendum qui va s'organiser le 21 septembre va tenir compte de ce fichier. Ça veut dire tout simplement que si nous voulons avoir des élections crédibles, des élections transparentes, des élections justes, il va falloir déjà que nous citoyens, nous nous mobilisons. Et chacun, en ce qui le concerne, doit mobiliser autour de lui dans son environnement pour inciter nos populations à aller accomplir leur droit fondamental de vote. C'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. Bien, alors l'autre question, c'est un peu sur le débat sur la question des régimes de transition en Afrique. Vous l'avez vu, ça a même suscité, ça a même poussé certains États à sortir de la communauté ouest-africaine qui est la CEDEAO en mettant en place une autre entité, notamment le Mali, le Burkina et le Niger. L'AES. L'AES. Alors, vous, en tant que Guinéen, d'un regard extérieur, quel est le regard que vous portez panafricaniste également, quel est le regard que vous portez sur le régime de transition en Afrique? Vous avez dit en tant que panafricain d'abord, oui. Que ce soit au Gabon, déjà, que ce soit au Burkina, au Niger, au Mali et en Guinée, je l'ai dit dans une émission, je vais me répéter.
que les militaires qui ont pris les pouvoirs dans ces pays, ils ne l'ont pas fait par passion, ils n'ont pas fait tout simplement par plaisir. C'est au constat d'une situation grippée sur tous les plans, économique, social, politique, qui sont venus à la rescousse de leur population. Et certains hommes politiques, calculateurs, que moi je dis toujours qui se trompent d'opération, qui pensaient qu'on allait leur retrocéder gracieusement ou gratuitement ce pouvoir, moi je dis qu'ils se sont trompés vraiment d'option. Ces pays en transition ont engagé des réformes, ici comme on l'appelle ici, des refondations. Ces refondations sont en cours. Une refondation, ça prend du temps. Et ceux qui ont initié des refondations ont le devoir de poursuivre cette refondation jusqu'à son terme. Et si je prends l'exemple des pays en transition, vous avez si bien dit, si vous prenez le cas du Mali, le cas du Burkina, le cas de l'AES et du Niger, ils ont pris notre option. On n'a pas de critique là-dessus. C'est ce qu'ils ont choisi, c'est ce qu'ils ont préféré. Mais, en tant que panafricains, nous avons un regard sur tout ce qui se passe dans ces pays. Si vous prenez le Niger, le président, en toute connaissance de cause, le président du Niger, bien sûr, Tchani a pris un décret, il a dissous les 172 partis au Niger. Le Burkina, c'est un pays qui est encore agressé, et même le Mali. Le Mali, vous avez vu tout dernièrement ce qui s'est passé aussi. La recommandation du dialogue social. Du dialogue social. Sur la dissolution des partis politiques. Sur la dissolution des partis politiques. En Guinée, le général Mamadi Doumbouya et son gouvernement ont opté pour une option beaucoup plus citoyenne. Ils ont donné la possibilité à toute la classe politique de pouvoir exister. Ils ont mis donc cette évaluation en place. Et vous avez remarqué que cette évaluation, aujourd'hui à date, elle a inhumé beaucoup de partis. Voilà. Donc l'évaluation avait une visée beaucoup plus d'assainir la classe politique plutôt que de mettre un trait. Un trait, sinon on aurait pu faire un décret. Justement, comme les autres, comme le Mali, comme voilà, le Niger. Mais là, puisqu'on parle des transitions, on va aller un peu plus loin dans ça. Ça, c'est la première étape. Par rapport à la Guinée, pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe ailleurs, je dis tout simplement que s'il y a des opportunités que le gouvernement de transition nous offre, malheureusement, dans d'autres pays, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Pour des raisons qui sont les siennes qu'on n'a pas à commenter. Et revenons, parce que souvent on dit, mais ce sont des militaires, ils n'ont rien à faire au pouvoir. C'est ça, dans des discussions de café, de bar. Oui, parce que pour certains, la transition rime avec l'organisation rapide des élections et passer la main aux civils. Et aux civils. Et si je prends le cas aujourd'hui, prenons le cas déjà de la Guinée ici, Conakry. Quand le général Lansana Conté est venu au pouvoir, il disait oui, il n'a pas d'expérience. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a qu'à donner le pouvoir aux civils. Mais aujourd'hui, le désenclavement de la grande banlieue de Conakry, dont nous sommes tous fiers, c'est l'œuvre du président Lansana Conté, paix à son âme. Il était un militaire visionnaire. Moi, je crois que c'est toujours une question de patriotisme, de volonté politique. Prenons le cas du Ghana. Aujourd'hui, le Ghana est cité comme référence dans tous les domaines. Alternance démocratique apaisée, performance économique. C'est dit à qui? C'est à Rawlins qui est venu et qui a mis qui a scellé une rupture avec les pratiques du passé, qui a refondé son pays. Le Ghana aujourd'hui vit sous ces performances-là. Prenons le cas de Thomas Sankara. Vous êtes au courant qu'on vient hier, ils ont inauguré le mausolée de Thomas Sankara. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Le Premier ministre Sonko même est venu pour ça, pour l'inauguration du mausolée de Thomas Sankara. Et Thomas Sankara était dans cette dynamique de refonder son pays. Bon, le destin en a décidé autrement, je ne peux pas faire de commentaires là-dessus. Paix à son âme. Maintenant, prenons le cas du Rwanda. Le président Kagame, qu'on dise tout, c'est un homme visionnaire. Vous allez, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller au Rwanda. Si vous allez au Rwanda, vous allez bénir pour le président Kagame.
C'est un homme qui aime son peuple, c'est un patriote. Vous savez, quand on est patriote dans un pays où on prend des initiatives, on les applique, on a toujours tendance à vous indexer de dictateur. Un dictateur et tout ça. Il a refondé son pays dans les institutions et jusque même dans les mentalités au Rwanda. Vous allez me dire que c'est purement africain les exemples que je prends. Oui. On fait un saut magistral pour aller dans l'Hexagone. Même la France, il a fallu... Justement, c'est ce que je dis. Je dis pour aller dans l'Hexagone. Oui. On parle de la France maintenant. Oui. Après la guerre, on avait besoin d'un refondateur, d'un visionnaire. C'est le général de Gaulle. Toutes les institutions de la Ve République dont la France est fière aujourd'hui, dont l'État français fonctionne, sont l'œuvre du général de Gaulle. Et, vous avez bien compris où je veux en venir, toutes ces personnalités ont pour point commun, ont tous une formation militaire. C'est des militaires. Donc, il y a ceux qui seraient, comment dirais-je, attirés par la mauvaise humeur de dire mais c'est un militaire. Voici des exemples éloquents qui disent que ce n'est pas le militaire qu'il faut voir, ce sont les actes qu'il faut juger. Et en Guinée aujourd'hui, on ne sait même pas si le général Mamadi aujourd'hui, si on peut lui parler même de ce qu'il fait en tant que militaire. Il le fait en tant que patriote guinéen, parce qu'il est venu, il a constaté, il est venu, il a dit qu'on pouvait faire ce qu'il faut faire, et c'est ce qu'il est en train de faire. On a parlé de la CRIEF, on a parlé du projet Simandou, on a parlé des infrastructures. Routes, des infrastructures, la récupération des réformes, la récupération des biens. Alors on peut même se poser la question, mais pourquoi ça n'a pas été fait avant? Pourquoi c'est maintenant? Oui. Pourquoi c'est un militaire au pouvoir qui le fait? Voilà, donc de façon ramasser... Il y a assez d'arguments quand même pour soutenir la thèse que voilà, il faut faire confiance aux hommes en uniforme aussi, parce qu'ils peuvent réussir là où les civils ont eu du mal à n'ont pas les mains liées le plus souvent. Alors, l'autre question aussi, parce qu'on est un peu bousculé par le temps, c'est la question de l'évaluation, on va dire, des partis politiques que vous avez effleuré tout à l'heure, mais aussi le dialogue politique. Est-ce que vous pensez que dans l'environnement actuel, il est encore possible pour ceux-là qui ont joué à la politique de la chaise vide de pouvoir se rattraper et rejoindre la cadence, allant bien sûr dans un cadre du dialogue inclusif avec les différentes entités politiques? Moi, je crois que le dialogue politique inclusif, non seulement il est encore possible, il est même souhaitable. Et la porte n'a jamais été fermée. Si je comprends bien, depuis le début, vous tous vous en convenez, que l'État a toujours tendu la main aux formations politiques. Et on a tendance à dire, oh oui, mais ceux qui viennent, ce sont des petits partis. Moi, je dis, il n'y a pas de petits partis, mais en tout cas, il y a des grands leaders. Et ces grandes formations, soit entre guillemets, aujourd'hui sont en difficulté. Ouais, sont en difficulté. Parce qu'on s'est aperçu, vous savez, il y a un oiseau qu'on appelle le toucan. Le toucan a un gros bec. Le toucan, dans l'histoire, vit dans les troncs d'arbres. Et le bec proéminent reste dehors. Mais le corps lui-même est minuscule. Et tous les oiseaux, quand ils voient ce bec, ils ont peur. Ils se disent, ah, ce qui est derrière ça, c'est ce qui est derrière ça. Donc, donnons-lui à manger. On lui donnait à manger gracieusement, il mangeait, il se prélassait. Il ne s'est pas contenté de ça. Il a dit non, ce qu'on me donne là n'est pas assez. Je vais aller chercher moi-même. Il sort avec un minuscule corps. Ouais. Il y a le vent qui l'emporte, il tombe. Les autres oiseaux disent, ah bon? Lui qui se prenait pour... Lui dont on craignait comme un mastodonte, c'est lui qui est tombé comme ça. C'est un peu la métaphore avec les soi-disant partis. Parce que pour la majorité des grands partis, ils n'étaient pas en règle, en réalité. C'est pas ils n'étaient pas en règle, ils ne sont pas en règle. Ouais. Ils ne sont pas en règle, c'est pourquoi ils ont du mal à organiser leur congrès. Et bon, moi j'en sais beaucoup, mais si je rentre dans ces détails, ils vont dire, ah, ben, il est venu attaquer les formations politiques. On leur laisse le soin de prouver leur légitimité, leur légalité. Mais sur la question du dialogue, quand même, il n'est pas tard pour... Le dialogue n'est pas tard. Mais comment voulez-vous... Maintenant, je vous ai donné une métaphore là. Ces partis-là ont déjà un problème de légitimité au sein de leur organisation. Oui, il faut déjà régler ce problème. Est-ce qu'on va les attendre? Qu'il faille régler à temps. Alors, on regarde tout ce qu'on a dit déjà. Quel mot de la fin que vous avez à placer? Parce que nous arrivons au terme de cette émission. Ben, le mot de la fin, c'est quoi? Le mot Koda, et moi je l'ai dit aussi dans d'autres émissions précédentes. Je dis... Quand vous prenez le microcosme politique guinéen, et ça c'est dire le contraire, c'est nier l'évidence, tous les
toutes les formations, les leaders des formations politiques de la forêt, de la Moyenne-Guinée, sont tous ceux de la Moyenne-Guinée, sont de la Moyenne-Guinée, les leaders. Si vous prenez les formations politiques de la Guinée forestière, les leaders, c'est des ressortissants de la Guinée forestière. En Basse-Côte, c'est la même chose. C'est comme ça que le pays là, est fragmenté. Au Mokoda, il n'y a pas de Guinée forestière, il n'y a pas de Moyenne-Guinée, il n'y a pas de Haute-Guinée, il n'y a pas de Basse-Guinée. Il y a des Guinéens tout court. Notre combat, c'est une Guinée unie. La chance que j'ai, c'est aujourd'hui d'avoir autour de moi des collaborateurs, des gens qui placent la Guinée, un peu comme le général Mamadi, placer la Guinée avant tout. Notre idéal. Et c'est ce que je dis tout le temps. Je dis l'idéal d'abord, c'est la Guinée. Transcendons nos clivages politiques, ethniques, idéologiques. Quand on aime son pays, on ne fait pas de calcul. Vous savez, pendant longtemps, vous savez très bien comment ça se passe dans ce pays. Dès lors que vous n'appartenez pas à une corporation politique, on a tendance à vous écarter. C'est-à-dire que la texture idéologique compte beaucoup plus que la compétence de l'individu. Ouais. Et c'est ce que nous évitons et nous avons exclu au Mokoda. C'est pour ça que ce sera une bonne occasion que les gens viennent au Mokoda, qui viennent à l'AFP à travers le Mokoda. Nous sommes là pour les écouter, nous sommes là pour les entendre avec alacrité. Et puisque vous avez dit que le mot de la fin en tant que panafricaniste, pour leur dire tout simplement que la Guinée reste notre patrie, aimons-la, et l'Afrique notre avenir. Très bien, donc l'Afrique, l'avenir du monde, on va dire, avec bien sûr tout ce que nous avons comme potentialités qui sont en train d'être transformées. Merci à notre invité du jour, M. Patrice Kourou.